Que feriez-vous si la femme avec laquelle votre mari couchait s'invitait à votre baby shower? Vous hurleriez probablement, vous pleureriez, voire vous lui donneriez un coup de poing. Mais pour Olivia, ce chaos n'était que le début. Alors que son monde s'écroulait dans un tourbillon de décorations pastel et de chuchotements étouffés, une seule personne dans la pièce restait parfaitement calme. Sa grand-mère Carol. Et lorsque le moment est venu, grand-mère Carol ne lui a pas offert une étreinte réconfortante, ni une épaule sur laquelle pleurer. Au lieu de cela, elle lui a remis un seul cadeau, élégamment emballé, qui n'était pas destiné au bébé. Il était destiné à son gendre infidèle. Ce qui se trouvait dans cette boîte ne mit pas seulement fin à la liaison. Cela fit exploser toute une vie de mensonges et laissa la maîtresse sans voix. Le soleil de fin août pénétrait à flot par les grandes baies vitrées de la maison de Sycamore Lane, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans des rayons dorés. C'était le genre de lumière parfaite dont rêvent les photographes, celle qui rend tout ce qu'elle touche immaculé et entier. Olivia s'y prélassait, une main posée protectrice sur son ventre rond, sentant les légers battements de son futur bébé. La maison elle-même était le témoignage d'une vie méticuleusement construite, une vie qu'elle croyait aussi solide et magnifiquement conçue que le parquet en chêne recyclé sous ses pieds. Son mari Mark était architecte, et cette maison était son chef-d'œuvre, son cadeau pour elle. Lorsqu'ils avaient appris qu'elle était enceinte, ils l'avaient qualifiée de maison pour toujours. Chaque ligne était épurée, chaque fenêtre parfaitement placée pour capter la lumière du matin ou du soir. Il avait lui-même conçu la chambre d'enfant, un espace serein peint dans une teinte sauge, douce et discrète, avec une fresque représentant une forêt fantaisiste sur l'un des murs. Mark était un homme soucieux du détail, des gestes grandioses et de l'exécution précise. Il avait du succès, il était beau, le genre d'homme dont le sourire confiant pouvait calmer n'importe quelle tempête. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ces derniers temps, les tempêtes couvaient sous la surface, de minuscules changements, presque imperceptibles, dans l'atmosphère qu'ils partageaient. Les nuits tardives au bureau se faisaient plus fréquentes, attribuées à un nouveau projet exigeant en centre-ville, un gratte-ciel qui devait être le joyau de son entreprise. Les SMS qu'il envoyait pendant la journée devenaient plus courts. Les emojis affectueux ont été remplacés par des OK laconiques et des j'arrive. Lorsqu'elle essayait d'aborder le sujet, lui demandant gentiment s'il était stressé ou débordé, il lui adressait son sourire brillant et désarmant. Je veux juste finir ça avant l'arrivée de notre petite fille. Vivre, avait-il dit la semaine dernière en l'embrassant sur le front. Je veux pouvoir prendre un mois de congé complet, sans aucune connexion, juste nous trois. La promesse était si belle, exactement ce qu'elle voulait entendre, qu'elle refoula ses inquiétudes, les attribuant aux hormones du troisième trimestre. Toutes les femmes enceintes se sentaient anxieuses, n'est-ce pas? C'était un cliché, mais pour une bonne raison. Elle s'était donc concentrée sur la fête prénatale. Sa sœur Sophie avait pris les choses en main. Un tourbillon d'énergie et d'organisation. Le thème était le début d'un livre d'histoire. Les invités devaient apporter leur livre pour enfants préférés afin de constituer la bibliothèque du bébé. De minuscules sandwichs étaient découpés en étoiles et en lunes. Le punch était d'un rose pétillant et un gâteau à 3 étages décoré de personnages de contes classiques trônait au centre de la table de la salle à manger. Toute la maison sentait le sucre, la vanille et le parfum enivrant des pois que sa mère Helen Hayen avait rapportés de son jardin. Les amis et la famille ont rempli l'espace de chaleur et de rire. Ses collègues de la galerie d'art où elle travaillait comme conservatrice ont apporté des cadeaux attentionnés et créatifs. La mère de Mark, Barbara, une femme qui semblait toujours porter un jugement détaché, a même réussi à esquisser un sourire approbateur en remettant à Olivia une boîte contenant un hochet en argent antique qui appartenait à leur famille depuis des générations. Et puis il y avait sa grand-mère, Carol. À 82 ans, Carol était la matriarche incontestée de la famille, une ancienne directrice de lycée. Elle possédait une intelligence calme et observatrice qui ne manquait rien. Elle ne parlait pas souvent, mais quand elle le faisait, ses paroles avaient du poids. Elle était assise dans un fauteuil confortable, près de la cheminée, ses cheveux argentés coiffés en un chignon soigné, sa posture impeccable. Elle n'avait pas apporté de cadeau pour le bébé. À la place, une seule boîte de taille moyenne, enveloppée dans un papier bleu marine épais et uni, était posée à ses pieds.
Elle contrastait fortement avec la montagne de cadeaux aux couleurs pastel qui s'empilaient sur la table prévue à cet effet. Quand Olivia lui avait posé la question plus tôt, Carol lui avait simplement tapoté la main. Celui-ci est pour une autre occasion, ma chérie, avait-elle répondu, le regard empreint d'une expression qu'Olivia n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. Patience. Mark jouait à la perfection le rôle du futur père attentionné. Il se mêlait sans effort à la foule, posant fréquemment sa main dans le creux du dos d'Olivia, la voix résonnant de fierté tandis qu'il montrait la chambre d'enfant qu'il avait conçue. Il avait dû s'absenter un moment, avait-il expliqué d'un ton apologétique. Une réunion rapide et inévitable avec un entrepreneur sur le chantier du nouveau bâtiment. C'est samedi, Mark, avait murmuré Olivia, une pointe de déception la traversant. Je sais, chérie, je suis vraiment désolé. Je te promets que je serai de retour avant que tu n'ouvres les gros cadeaux. Je ne manquerai ça pour rien au monde, avait-il promis, scalant sa promesse d'un baiser à la fois public et théâtral. Elle le regarda partir, les lignes élégantes de son Audi argenté disparaissant dans la rue ensoleillée. Un petit nœud froid se forma dans son estomac, un invité indésirable à cette fête autrement joyeuse. Sophie, toujours perspicace, apparut à ses côtés avec un verre de limonade rose. « Ne t'inquiète pas pour lui, dit-elle d'une voix basse et intense. Aujourd'hui, c'est toi et ma petite nièce qui comptez. Il pourra s'occuper de son béton et de son acier un autre jour. » Olivia sourit, reconnaissante de la loyauté indéfectible de sa sœur. Elle but une gorgée de la boisson sucrée et pétillante et se laissa envahir par la chaleur de la pièce, repoussant le nœud froid, l'enfouissant sous des couches de rire, d'amitié et la promesse d'une nouvelle vie. Elle lissa sa robe, d'un bleu pervenche fluide qui s'accordait avec la couleur des hortensias sur la cheminée. Tout était parfait. Le soleil brillait, son bébé était sain et sauf en elle. Le mensonge était toujours intact, baigné de soleil et magnifique, et pendant quelques instants, précieux encore, elle avait le droit de vivre dans ce mensonge. La fête battait son plein. Le brouhaha initial des arrivées s'était transformé en un bourdonnement confortable et joyeux. Des éclats de rire résonnaient dans le salon, tandis qu'un des cousins d'Olivia racontait une histoire animée. Dans la cuisine, sa mère et ses tantes discutaient des mérites des différentes méthodes d'apprentissage du sommeil. Olivia était assise sur le canapé moelleux, une forteresse d'oreillers derrière le dos, se sentant comme une reine régnant sur son royaume heureux. Elle passa ses doigts sur la couverture en relief d'un exemplaire de la première édition de Good Night Moon, un cadeau d'une ancienne camarade de fac. La sonnette retentit, un carillon aigu et intrusif qui coupa le doux bruit de la fête. Sophie, qui ramassait les assiettes vides, fronça les sourcils. « Quelqu'un est en retard. » Je croyais que tout le monde était là. Elle posa les assiettes et se dirigea vers la porte. Olivia tendit le cou, s'attendant à voir une amie souriante et désolée tenant un sac cadeau. Au lieu de cela, elle vit le corps de Sophie se raidir dans l'entrée. Le sourire accueillant sur son visage disparut, remplacé par un masque d'incrédulité froide. Sophie ne s'écarta pas pour laisser entrer la personne. Elle bloqua l'entrée. Une garde silencieuse et redoutable. Une voix claire et assurée trancha l'air. « Je suis ici pour la fête, pour Mark et Olivia. » La voix était inconnue. Une femme se tenait sur le seuil et elle était l'antithèse totale de l'atmosphère douce et festive qui régnait à l'intérieur. Elle portait une robe cramoisie sur mesure qui convenait mieux à une salle de réunion ou à un bar à cocktail qu'à une baby shower par un après-midi ensoleillé. Ses talons étaient incroyablement hauts, ses cheveux noirs tirés en arrière, en une queue de cheval sévère et brillante. Elle tenait dans une main un seul lis blanc à longue tige, une fleur plus souvent associée aux funérailles qu'aux naissances. Un silence s'est propagé depuis la porte lorsque les invités ont commencé à remarquer la confrontation. Les conversations se sont interrompues. Le brouhaha joyeux a cessé, remplacé par un silence tendu et plein d'attente. « Je suis désolé, je pense que vous vous êtes trompé de maison », a dit Sophie d'une voix dangereusement basse. La femme a ri, un rire court et sec, dépourvu de toute véritable humeur. « Ah, je suis au bon endroit. C'est le chef-d'œuvre de Mark, n'est-ce pas? Il m'en a beaucoup parlé. » Elle tendit le cou, ses yeux perçants scrutant l'intérieur, observant les décorations, les invités, pour finalement se poser sur Olivia. Un sourire lent et prédateur se dessina sur ses lèvres rouges, parfaitement maquillées. La voilà. Elle bouscula Sophie, stupéfaite,
et entra dans le salon comme et si elle en était la propriétaire. L'atmosphère était électrique. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur elle. Elle se dirigea directement vers le centre de la pièce, ses talons claquant d'un rythme agressif sur le parquet en chaîne. Olivia, dit-elle d'une voix qui résonnait d'une familiarité déconcertante. Je suis Jessica. Je travaille avec Mark. Il parle tout le temps de vous. Le nom de Jessica fit frémir Olivia. C'était un nom qu'elle avait vu dans les SMS tardifs sur le téléphone de Mark, un nom qu'il avait balayé d'un revers de main en disant que c'était juste ma chef de projet qui coordonnait les choses. Le nœud dans l'estomac d'Olivia revint, se transformant en serpent venimeux. Sa mère, Helen, s'avança, le visage empreint d'un mélange de confusion et de défensive maternelle. « C'est une fête privée. Je pense que vous devriez partir. » Jessica l'ignora complètement. Son regard était rivé sur Olivia. « Je devais venir. Un bébé. C'est un événement si important. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion sans vous féliciter en personne. » Elle lui tendit le lit blanc. Olivia fixa la fleur, dont les pétales cireux semblaient se moquer des joyeux poésies et roses qui remplissaient la pièce. Sa main, qui reposait sur son ventre, était froide. Cette femme n'était pas une collègue. Une collègue ne se présentait pas sans y être invitée à une fête prénatale, habillée comme pour aller au combat. Une collègue ne regardait pas la femme enceinte de son patron avec une expression qui était un cocktail toxique de pitié et de triomphe. « Qui êtes-vous » La voix d'Olivia n'était qu'un murmure, mais dans la pièce silencieuse, elle résonnait comme un cri. « Je te l'ai dit Jessica en élargissant son sourire. « Je suis la collègue de Mark, sa très, très proche collègue. » Elle laissa les mots flotter dans l'air, chacun d'eux comme une goutte de poison. « Nous passons beaucoup de temps ensemble, de longues nuits, tôt le matin. Tu sais à quel point ce projet de gratte-ciel est exigeant. » L'implication était lourde et suffocante. La pièce devint soudainement chaude, l'air trop rare pour respirer. Sophie s'approcha d'Olivia et posa sa main sur l'épaule de sa sœur. « Sors d'ici » siffla Sophie à Jessica, les yeux brûlants. « Sors immédiatement de la maison de ma sœur. » Le sang-froid de Jessica finit par se fissurer légèrement. Une lueur de désespoir et de détresse apparut dans ses yeux. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir. C'était l'acte d'une femme qui estimait avoir un droit à faire valoir. « Ce n'est pas seulement sa maison, » rétorqua Jessica en élevant la voix. « C'est aussi celle de Mark. Et Mark et moi avons une vie dont vous ne savez rien. Une vraie vie, pas cette mascarade digne d'un conte de fées. » Elle fit un geste vers les décorations pastel et les visages souriants qui étaient désormais figés dans de la stupeur et l'horreur. Le thème du début du conte de fées lui sembla soudain être une cruelle plaisanterie. De l'autre côté de la pièce, Olivia aperçut sa grand-mère, Carol, tandis que tout le monde fixait Jessica. Le regard de Carol était rivé sur Olivia. Son expression n'était ni celle du choc, ni celle de la colère. C'était une expression de profonde et déchirante validation, comme si un soupçon qu'elle nourrissait depuis longtemps venait d'être confirmé de la manière la plus brutale qui soit. Elle fit un signe de tête lent, presque imperceptible, non pas à Olivia, mais à elle-même. Les rouages tournaient derrière ses yeux clairs et intelligents. Le silence fut rompu. La mère de Mark, Barbara, poussa un cri de scandale. Les amis d'Olivia se mirent à chuchoter furieusement, mais ce sont les mots suivants de Jessica qui ont brisé les fragiles vestiges du monde d'Olivia. « Il était avec moi hier soir, Olivia », a annoncé Jessica d'une voix claire et vindicative. « Et la nuit d'avant, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il se sentait piégé ici. Il était censé te quitter après la naissance du bébé, mais j'en ai assez d'attendre. » Le serpent venimeux dans l'estomac d'Olivia frappa. La pièce bascula violemment, la lumière du soleil se brisant en 1 million d'éclats douloureux. Les visages de ses amis et de sa famille se brouillèrent en une aquarelle de pitié et de dégoût. La seule chose qui restait nette était cette femme, cet inconnu qui était entré chez elle et avait détruit sa vie avec désinvolture. Le mensonge n'était plus baigné de soleil. Il était exposé, laid, rampant dans la lumière. Le monde se réduisit à un rugissement dans les oreilles d'Olivia. Les mots de Jessica résonnaient dans le silence soudain et caverneux de la pièce. « Il était avec moi hier soir. Fatigué d'attendre, je suis censé te quitter. » Chaque phrase était un coup physique, lui coupant le souffle, lui donnant l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle agrippa la coudoir du canapé,
les jointures blanches, le corps tremblant. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était un cauchemar, un rêve fiévreux provoqué par un excès de sucre et la chaleur oppressante du mois d'août. Mais Jessica était toujours là, debout, provocante dans sa robe rouge sang, une lueur suffisante et moralisatrice dans les yeux. Elle était réelle. La douleur était réelle. Sophie se remit la première, son choc se transformant en une rage pure et sans mélange. Elle fit un pas vers Jessica, les mains serrées en poing. Tu as 5 secondes pour sortir d'ici avant que je te jette physiquement sur la pelouse. Essaie donc, ricana Jessica, sans reculer d'un pouce. Je pense que Mark serait très intéressé d'entendre comment sa famille me traite. La mère de son autre enfant. Un murmure collectif parcourut la pièce. L'air fut aspiré de l'espace, laissant un vide de pure stupéfaction. Un autre enfant. Ces mots étaient impossibles, monstrueux. La main d'Olivia se posa sur son ventre, dans un geste désespéré et instinctif de protection. Tu mens, murmura Olivia, les mots s'étranglant dans sa gorge. Mark. Son Mark, l'homme qui avait pleuré lorsqu'il avait entendu pour la première fois les battements du cœur de leur fille. L'homme qui avait passé des heures à assembler un berceau parce qu'il voulait qu'il soit parfait. Il ne pouvait pas être cette personne. Il ne pouvait pas être ce monstre. L'expression de Jessica s'adoucit pour prendre un air de fausse sympathie. Est-ce que je le suis? Demande-lui. Oh, attends. Tu ne peux pas. Il n'est pas là, n'est-ce que pas? Il est probablement en route pour me voir, pensant que je l'attends à notre appartement. Elle savoura le mot. Notre appartement, celui qu'il paye, celui où il n'a pas à faire semblant. La façade méticuleusement construite de la vie d'Olivia n'était pas seulement en train de se fissurer, elle était systématiquement réduite en poussière à coups de moto. Les nuits tardives, les SMS laconiques, les voyages d'affaires, tous les petits mensonges qu'elle avait avalés, tous les doutes qu'elle avait refoulés, lui revinrent en mémoire avec la force d'un raz de marée. Elle se sentait stupide, naïve, comme une enfant qui avait cru à un conte de fées alors qu'elle vivait dans un château de cartes. Ça suffit. La voix de sa mère était tranchante, perçant le brouillard d'incrédulité d'Olivia. Helen s'interposa entre Olivia et Jessica, telle une lionne protégeant son petit blessé. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es venu ici, c'est fini. C'est une fête pour célébrer une nouvelle vie et tu n'es pas la bienvenue. Il s'agit d'une nouvelle vie. Très bien, dit Jessica, la voix lourde de sens. Elle posa une main sur son ventre plat. Je ne suis pas encore enceinte, mais nous essayons. Mark veut un fils. La cruauté était à couper le souffle. Dire une telle chose dans cette pièce, ce jour-là, était un acte de guerre psychologique. Cela visait à infliger le plus de souffrance possible, non seulement pour détruire le présent, mais aussi pour empoisonner l'avenir. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Et cette fois, c'était Mark. Il entra, le sourire aux lèvres, tenant un petit paquet cadeau, désolé d'être en retard. Il y avait beaucoup de circulation. Il s'arrêta net, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit la scène. Les invités le fixaient en silence. Sophie semblait prête à commettre un meurtre. Sa mère était pâle de choc. Olivia avait le visage cendré et était baignée de larmes silencieuses. Et au milieu de tout cela, Jessica se tenait debout comme une statue vengeresse. Il pâlit. La panique, brute et non dissimulée, se refléta dans ses yeux. Il ressemblait à un animal acculé. « Jessica, articula-t-il, que fais-tu ici? » « Je félicitais simplement ta femme, répondit Jessica d'un ton faussement doux. Nous faisions connaissance. Les yeux de Mark parcoururent frénétiquement la pièce, essayant désespérément d'évaluer les dégâts. Il fit un pas vers Olivia, les mains tendues. « Écoute, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Elle ne se sent pas bien. Elle est obsédée par moi depuis des mois. Tout ça n'est qu'un fantasme. Le mensonge était si grossier, si pathétique qu'il en était presque risible. » Après tout ce que Jessica avait dit, c'était sa défense, qu'elle était une harceleuse dérangée. Olivia retrouva enfin sa voix, et lorsqu'elle parla, celle-ci était remplie d'une fureur froide et fragile qu'elle ne se savait pas posséder. « Elle a dit que tu étais avec elle hier soir, Mark. »« Non, j'étais au bureau. Je t'ai dit que ce nouveau projet est... »« J'ai appelé ton bureau à minuit, » criait Sophie, la voix tremblante de rage. « J'avais une question à propos de la liste de cadeaux. Le gardien de nuit t'a dit que personne de ton équipe n'était dans le bâtiment depuis 18 heures. Où étais-tu, Mark? » Il tressaillit comme s'il avait été frappé. Son regard se posa sur Jessica.
Une communication silencieuse et paniquée passa entre eux. Ce simple regard était la confirmation dont tout le monde avait besoin. Toute la pièce l'avait vu. La trahison était totale, indéniable, et se déroulait sous la bannière joyeuse ou, un début de conte de fées, qui pendait toujours de manière moqueuse au-dessus de la cheminée. Le sang-froid de Mark s'effondra. L'architecte charmant et confiant disparut, révélant un homme faible et fourbe. Olivia, nous pouvons en parler plus tard, supplia-t-il, la voix brisée. S'il te plaît, pas ici. Pas maintenant. Il n'y a pas de plus tard pour nous, Mark, dit Olivia. La détermination dans sa propre voix la surprit. La douleur était toujours un brasier déchaîné en elle. Mais à travers elle, une étrange et glaciale lucidité émergeait. Elle dit, « Vous avez un appartement ensemble. » Elle dit, « Tu veux un fils avec elle? » Mark la fixa, ouvrant et fermant la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était démasqué, dépouillé de tous ses mensonges devant ses amis, sa famille, sa propre mère. Jessica, voyant sa victoire, s'avança pour porter le coup final. Dis-lui, Mark. Parle-lui de nos projets. Dis-lui que tu allais la quitter, elle et cette petite maison parfaite, après la naissance du bébé, parce que tu ne voulais pas que le divorce soit compliqué pendant qu'elle était enceinte. Dis-lui la vérité pour une fois dans ta vie. Mark regarda Olivia, le visage marqué par le désespoir et la honte. Son silence était la confession la plus éloquente qui soit. Tout était vrai. Tout. Le dénouement était complet. Le livre d'histoire avait été refermé brutalement, ses pages déchirées et brûlées, et Olivia se retrouva seule dans les cendres. Alors que le chaos éclatait, une personne restait un îlot de calme prénaturel. Grand-mère Carol n'avait pas bougé de son fauteuil près de la cheminée. Elle n'avait pas haleté. Elle n'avait pas parlé. Elle n'avait pas versé une larme. Alors que sa fille Ellen essayait de protéger Olivia et que sa petite-fille Sophie vibrait d'un désir de violence, Carol se contentait d'observer. Son silence n'était pas celui de la faiblesse ou du choc. C'était le silence lourd d'un juge observant les débats d'un tribunal. Ses mains, ridées par l'âge mais toujours fermes, reposaient sur les accoudoirs du fauteuil. Son regard, vif et perspicace derrière ses lunettes à monture dorée, passait d'un visage à l'autre, absorbant chaque détail, chaque mensonge, chaque lueur de culpabilité et de douleur. Elle observait Mark qui bredouillait ses dénégations pathétiques, remarquant la sueur sur son front et la façon dont ses yeux ne pouvaient croiser ceux de sa femme. Elle voyait le désespoir dans ses tentatives de présenter Jessica comme une folle, une défense fragile qui s'effondrait sous le moindre examen. Ses yeux reflétaient une lueur de mépris. Elle n'avait jamais été pleinement convaincue par le charme raffiné de Mark. Elle avait vu en lui, dès le début, un fond d'égoïsme, une faiblesse pour l'adoration qui, elle le savait, pouvait se transformer en tromperie. Elle avait espéré, pour le bien d'Olivia, qu'elle se trompait, mais elle n'avait jamais abandonné ses réserves. Elle observait Jessica, cette messagère de destruction importune. Elle voyait le triomphe vindicatif sur le visage de la jeune femme, mais elle voyait aussi le désespoir qui se cachait derrière. Ce n'était pas le comportement d'une femme sûre de sa position. C'était le dernier pari désespéré de quelqu'un qui avait été nourri de promesses et qui était terrifié à l'idée de se retrouver sans rien. Jessica pensait d'avoir toutes les cartes en main, qu'en révélant la liaison, elle remporterait le prix. Carol savait que ce n'était pas le cas. Un homme capable de mentir de manière aussi éhontée à sa femme enceinte mentirait certainement à sa maîtresse. Jessica n'était pas une vainqueur. Elle n'était qu'une autre victime de la faiblesse corrosive de Mark, un pion dans un jeu qu'elle était sur le point de perdre de manière spectaculaire. Mais surtout, elle observait sa petite fille, Olivia. Elle voyait le choc initial aveuglant, l'effondrement de son monde, la douleur viscérale qui lui donnait envie de tendre les bras et de serrer Olivia contre elle. Mais elle se retint. Elle voyait autre chose commencer à émerger à travers le chagrin, une lueur d'acier. C'était de la même résilience qu'elle avait vue chez la mère d'Olivia après le décès prématuré de son père. C'était la colonne vertébrale de la famille, la force tranquille qui avait permis à leur femme de traverser des guerres, des dépressions et des tragédies personnelles pendant des générations. Elle était en sommeil chez Olivia, enfouie sous des années de confort et d'amour. Mais elle était là. Carol savait que ce moment, aussi horrible fût-il, serait le creuset qui la forgerait en quelque chose d'incassable. Les invités étaient paralysés, ne sachant pas quoi faire. Certains regardaient le sol, embarrassés,
D'autres chuchotaient à leurs voisins. La fête était terminée. L'air était lourd de la puanteur de la trahison. Mark suppliait maintenant Olivia d'une voix basse et désespérée, essayant de l'entraîner dans le couloir pour une conversation privée. Mais Olivia restait immobile, les bras enroulés autour de son ventre. « Il n'y a rien à discuter, Mark, » dit Olivia d'une voix creuse. « Tu as fait ton choix. Maintenant, tu n'as plus qu'à partir. »« Liv, ne fais pas ça, je t'en supplie, » implora-t-il d'une voix brisée. « Pense au bébé, à notre famille. Tu pensais à notre bébé quand tu étais avec elle. » La question était calme, mais elle eut l'effet d'un coup physique. Mark n'avait pas de réponse. C'est dans cette impasse tendue et douloureuse que Carol décida finalement d'agir. Elle ne se leva pas pour crier. Elle ne fit pas de grands discours réprobateurs. Elle se contenta de s'éclaircir la gorge. Le son était doux, mais dans le silence tendu, il traversa la pièce comme le marteau d'un juge. Toutes les têtes se tournèrent vers la vieille femme assise dans le fauteuil. « Mark, » dit-elle d'une voix calme et posée, dénuée de toute émotion apparente. « Avant que tu ne partes, je crois qu'il est temps pour moi de te donner mon cadeau. » Cette déclaration était si bizarre, si déplacée dans le contexte de cet après-midi brisé, que tout le monde resta momentanément stupéfait et silencieux. Des cadeaux maintenant. Mark la regarda, perplexe. « Carol, je ne pense pas que ce soit le moment. »« Oh, je pense que c'est le moment idéal, » l'interrompit-elle d'une voix qui prenait un ton plus ferme. « En fait, je ne peux imaginer de moment plus approprié. » Elle se pencha d'un mouvement délibéré et sans précipitation et ramassa la boîte à ses pieds, celle qui était enveloppée dans un simple papier bleu foncé. Elle semblait sombre et sérieuse au milieu des débris festifs de la fête. Tenant la boîte sur ses genoux, elle regarda Mark droit dans les yeux. Son regard était inébranlable, et pour la première fois, Mark sembla voir la femme redoutable qui se cachait derrière la façade de grand-mère. Il avait l'air sincèrement effrayé. « J'allais attendre, » continua Carol, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « J'allais te donner ça en privé pour te donner une chance de faire ce qu'il faut sans cette démonstration publique. Mais toi et cette jeune femme ici présente, dit-elle en désignant Jessica d'un geste dédaigneux, vous m'avez forcé à agir. » Elle tendit la boîte. « Ce cadeau n'est pas pour le bébé, Mark. Il est pour toi. » La tension dans la pièce monta à un niveau insupportable. Que pouvait bien contenir cette boîte? Elle était trop petite pour contenir quoi que ce soit de manifestement menaçant. Pourtant, la façon dont Carol la tenait, le regard dans ses yeux, suggéraient que son contenu était plus explosif que tout ce que Jessica avait révélé. Olivia observait sa grand-mère, une lueur de confusion traversant son chagrin. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère ainsi, si autoritaire, si froide, si parfaitement maîtresse d'elle-même. C'était comme si elle avait attendu ce moment précis, préparée pour une bataille dont Olivia ignorait même l'existence. La matriarche discrète était sur le point de leur montrer à tous ce que signifiait vraiment protéger sa famille. Mark fixait la boîte bleu marine comme s'il s'agissait d'une bombe. Toute la pièce semblait retenir son souffle. L'air, déjà lourd de trahison et de récrimination, était désormais chargé d'un nouveau courant puissant de suspense. Que pouvait bien contenir la boîte cadeau d'une femme de 82 ans qui puisse changer le cours de cette catastrophe? « Je ne veux pas de cadeau, » dit Mark, essayant de paraître raisonnable, mais sa voix était tendue. Il essayait de reprendre le contrôle, de désamorcer la situation, de ramener d'une manière ou d'une autre cette catastrophe dans la sphère privée où il pourrait la gérer avec son arsenal habituel de mensonges et de manipulation. « Tu te trompes, » dit Carol d'une voix aussi inflexible que le granit. « Tu as besoin de ce cadeau. Tu dois l'ouvrir ici et maintenant, devant tous ceux que tu as profondément déçus. » Elle fixa son regard sur lui, un ordre silencieux plus puissant qu'un cri. Lentement, comme en transe, Mark s'avança vers elle. Il prit la boîte de ses mains tendues. Elle semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Le papier était épais et coûteux, les coins parfaitement pliés. Elle était emballée avec une précision qui laissait deviner l'importance de son contenu. Il regarda tour à tour la boîte, et Olivia... « Ah, Tadéaba !» Un appel désespéré et silencieux dans les yeux, mais le visage d'Olivia était un masque de chagrin. Elle n'allait pas le sauver. Son monde était en ruine. Elle n'avait aucun salut à offrir. Il jeta un coup d'œil à Jessica, qui observait la scène avec un air satisfait et curieux, convaincu qu'il s'agissait simplement d'une digression bizarre et sénile qui serait bientôt terminée, ouvrant la voie à sa victoire finale.
Elle ne se doutait pas qu'elle n'était qu'une simple spectatrice dans un drame dont le point culminant avait été écrit par la vieille femme silencieuse assise dans le fauteuil. Les doigts tremblants, Mark tâtonna avec le ruban. Il se défit dans un léger sifflement. Il déchira le papier, son habituel calme suave l'ayant complètement disparu, remplacé par une hâte maladroite et nerveuse. Il souleva le couvercle de la boîte. La pièce était si silencieuse que le léger bruissement du papier de soie résonna comme un rugissement. À l'intérieur, niché sur un lit de papier de soie gris foncé, il n'y avait ni montre, ni bouton de manchette, ni aucun autre cadeau typique pour un homme. C'était un magnifique porte-document en cuir vert foncé sur lequel étaient gravées les initiales simples et élégantes de M. Mark Reynolds. Il avait l'air officiel, coûteux et profondément intimidant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Ouvre-le » ordonna Carol. Il sortit le porte-document de la boîte. Le cuir était frais et lisse sous ses paumes moites. Il défit le fin cordon en cuir qui le maintenait fermé et l'ouvrit sur une table basse à proximité, écartant une assiette de cupcakes non consommés. La première chose qu'il vit, posée sur le dessus, était une seule feuille de papier impeccable. C'était une copie du contrat prénuptial qu'Olivia et lui avaient signé une semaine avant leur mariage, 6 ans auparavant. C'était son idée, une mesure pratique qu'il lui avait suggérée pour protéger ses actifs commerciaux en pleine croissance. Olivia, confiante et amoureuse, l'avait signé sans trop discuter après l'avoir rapidement parcouru avec l'avocat qu'il lui avait recommandé. Un seul paragraphe de la deuxième page était surligné en jaune vif. Il s'agissait de la section 7, clause B, la clause d'infidélité. Mark sentit son sang se glacer. Il se souvenait vaguement de cette clause. Son propre avocat l'avait qualifiée de standard, mais largement symbolique, rarement applicable avec une réelle efficacité. Il avait insisté pour qu'elle soit incluse, ironiquement, comme un geste de son engagement à l'époque. Mais sous la clause surlignée se trouvait une petite note manuscrite de Carol. Elle disait « Les clauses symboliques ne sont symboliques que si personne ne se donne la peine de leur donner du poids. Mon avocat, M. Anathy, m'a aidé à en ajouter. » Lis l'addendum. La panique lui serra la gorge. Il tourna la page. Elle était là. Addendum 1. Un ajout qu'il avait à peine regardé, le rejetant comme une formalité juridique. Il stipulait dans un langage d'une précision extrême qu'en cas d'infidélité conjugale avérée de sa part, il perdrait tout droit sur les biens acquis pendant le mariage qui avaient été financés ou provenaient de la fortune, des biens ou des fiducies appartenant à la famille d'Olivia. En outre, il prévoyait une clause pénale, un paiement unique de 500 000 $ provenant de ses biens personnels à une fiducie pour les enfants issus du mariage, à verser dans les 30 jours suivant le dépôt d'une demande de divorce pour adultère. Il l'avait signé. Sa signature était là, une signature confiante et arrogante d'un homme qui n'aurait jamais imaginé être pris. Jessica, tendant le cou pour voir, laissa échapper un petit cri de confusion. Ce n'était pas la victoire spectaculaire qu'elle avait imaginée. Il s'agissait d'argent, de contrat. Cela n'avait rien à voir avec sa grande histoire d'amour avec Mark. Ce n'est qu'un bout de papier, dit-elle avec dédain. Il peut se battre contre ça. Les lèvres de Carol s'incurvèrent dans un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Oh, vraiment? Il devrait peut-être regarder le document suivant dans le dossier. Les mains de Mark tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tourner la page. Sous le contrat prénuptial se trouvait une liasse de papier maintenue ensemble par un trombone. C'était un rapport financier soigneusement compilé. Il détaillait les transactions d'un compte d'épargne commun, un compte que Mark avait présenté à Olivia comme un fonds d'investissement immobilier à faible rendement. Mais ce n'était pas le cas. Les relevés indiquaient un loyer mensuel de 5 000 $ pour un appartement de luxe dans un gratte-ciel du centre-ville. Ils indiquaient des achats chez Tiffany & Co. pour un bracelet tennis en diamant, le bracelet que Jessica portait. Ils indiquaient des billets d'avion pour 2 personnes à destination des Caraïbes, des reçus d'hôtel d'un hôtel-boutique dans la Napa Valley et une douzaine d'autres dépenses extravagantes, toutes datées des 18 derniers mois. C'était un compte rendu méticuleux et indéniable de sa vie secrète, financé avec l'argent qu'Olivia avait hérité de son père. Jessica pâlit. Le sourire triomphant disparut de son visage. Le bracelet à son poignet lui sembla soudain aussi lourd qu'un poids en plomb. L'appartement qu'elle avait fièrement annoncé avait été financé par la femme qu'elle était venue humilier. Mais Carol n'avait pas fini.
Le cadeau avait une autre dimension. Il y a plus, Mark, dit-elle d'une voix douce mais glaciale. Continue. Sous les états financiers se trouvait une enveloppe épaisse et brillante. Mark l'ouvrit avec un sentiment d'angoisse si profond qu'il avait l'impression de se noyer. Il en sortit une pile de 810 photos. Les premières le montraient en train d'embrasser Jessica devant l'appartement du centre-ville, riant pendant un dîner dans un restaurant qu'il avait dit à Olivia qu'il était trop occupé pour essayer. Mais au fur et à mesure qu'il les feuilletait, les photos changeaient. Il n'y avait pas que Jessica. Il y avait une autre femme, une blonde, qui quittait un hôtel avec lui lors d'une conférence d'affaires à Chicago 6 mois auparavant. Une autre, une brune, qui montait dans sa voiture tard dans la nuit, 1 an auparavant. C'était un portfolio de ses trahisons. Pas seulement une seule liaison, mais un schéma de tromperie. Un rapport d'enquêteur privé était joint, détaillant les dates, les heures et les lieux avec une précision effrayante. Jessica fixait les photos des autres femmes. Son visage était figé dans une expression d'incrédulité totale. Ses joues perdirent toute couleur, ne laissant que 2 taches rouges vifs. Sa grande histoire d'amour, le fondement sur lequel elle avait bâti sa juste indignation, n'était qu'un mensonge. Elle n'était pas son seul véritable amour, destiné à remplacer sa femme. Elle n'était que la dernière d'une longue série. Elle était une idiote. Le dernier élément du dossier était le plus dévastateur de tous. Il s'agissait d'un document officiel. L'acte de propriété de la maison, la magnifique maison de Sycamore Lane que Mark avait conçue, son chef-d'œuvre, son cadeau à Olivia. L'acte indiquait clairement que la propriété n'avait pas été achetée avec l'argent de Mark, mais avec les fonds d'une fiducie créée par le défunt grand-père d'Olivia. Carol en était l'administratrice. Le nom de Mark figurait sur l'acte, mais uniquement en tant que conjoint résident dans la propriété. Et derrière celui-ci se trouvait un autre document déjà signé par Carol en tant qu'administratrice et qui n'attendait plus que la signature d'Olivia pour être exécuté. Un acte de renonciation transférant la propriété entièrement et uniquement au nom d'Olivia. La maison n'était pas son chef-d'œuvre. Il n'était que l'architecte. Les fondations sur lesquelles il se tenait, au sens propre comme au figuré, appartenaient à Olivia. Il était l'invité dans la maison de sa femme. Le cadeau était complet. Ce n'était pas un présent, c'était un jugement. C'était une cage méticuleusement préparée et juridiquement contraignante qui venait de se refermer. Le silence dans la pièce était absolu, un poids écrasant qui semblait plier l'air même. Le seul bruit était la respiration saccadée et paniquée de Mark Reynolds. Il fixait l'acte, le formulaire de renonciation, la preuve accablante de ses trahisons répétées, exposée à la vue de tous sur la table basse. Le porte-document en cuir n'était pas un cadeau. C'était un acte d'accusation, une arme méticuleusement conçue qui venait de trancher les artères de toute sa vie. Toutes les issues de secours étaient fermées. Tous ces mensonges avaient été dévoilés, non pas par une accusation hystérique, mais par des faits froids, durs et documentés. Il ne pouvait pas prétendre que Jessica était une harceleuse alors qu'il existait des documents financiers attestant de leur vie commune. Il ne pouvait pas prétendre qu'il s'agissait d'une erreur ponctuelle alors qu'il existait des preuves photographiques de la présence d'autres femmes. Il ne pouvait pas revendiquer la propriété de leur vie, de leur maison, de leur avenir, alors que l'acte de propriété de la maison le déclarait comme n'étant guère plus qu'un locataire. Il leva les yeux vers Carol, le visage couvert de sueur et d'incrédulité. « Comment ?» murmura-t-il. Ce simple mot témoignait de son arrogance brisée. « Comment l'avez-vous su ?» L'expression de Carol restait placide, mais ses yeux étaient comme des éclats de glace. Un homme qui néglige le cœur de sa femme néglige souvent son argent. « Mark, je suis l'administratrice de la succession de mon mari. Il est de mon devoir de veiller à la protection de ses biens. J'ai remarqué des irrégularités dans les relevés du compte fiduciaire il y a 18 mois. Elles étaient minimes au début, puis elles ont pris de l'ampleur. Je ne voulais pas croire au pire, alors j'ai engagé un professionnel pour qu'il m'apporte des preuves. Il a été très minutieux. Son regard balaya la pièce, les visages stupéfaits de ses amis et de sa famille. J'ai agi en silence parce que j'espérais protéger ma petite fille de cette humiliation. J'allais vous présenter ces informations en privé, Mark. J'allais vous donner la chance d'avouer, de partir avec un peu de dignité et de réparer vos torts envers Olivia et votre enfant sans tout ce cirque. Son regard s'est posé sur Jessica, qui a tressailli comme si elle avait été frappée.
Mais vous et votre associé avez décidé d'agir autrement. Vous avez amené le cirque à sa porte, alors j'ai apporté la vérité. Jessica a finalement retrouvé sa voix, mais elle n'avait plus rien à voir avec le ton confiant et tranchant qu'elle avait utilisé auparavant. Oh, c'était un son faible et aigu, rempli d'une compréhension naissante et horrifiée. L'appartement, les voyages. C'était son argent, demanda-t-elle en regardant Mark comme si elle le voyait pour la première fois. Mark ne pouvait même pas la regarder. Il fixait Olivia, dont le visage était le reflet d'une douleur profonde et bouleversante. Mais sous cette douleur, quelque chose de nouveau était en train de prendre racine. La lucidité glaciale de tout à l'heure se solidifiait. Elle regardait le contenu du dossier, non pas avec le choc d'une victime, mais avec l'acceptation sinistre d'une survivante faisant le bilan des dégâts. L'héritage que sa grand-mère venait de lui léguer n'était pas de la maison, ni l'argent, ni l'avantage juridique. C'était la vérité, laide, brutale et indéniable. Et dans cette vérité, il y avait une liberté étrange et terrible. Il n'y avait plus rien à douter, plus rien à craindre. Elle imaginait que le pire était déjà arrivé, et cela lui avait été présenté noir sur blanc. Jessica recula d'un pas chancelant, l'esprit en ébullition. Elle était venue ici pour détruire la vie d'Olivia, pour réclamer son prix. Au lieu de cela, elle avait découvert que le prix était une fraude et qu'elle-même n'était qu'un élément parmi tant d'autres sur une longue liste de dépenses. Le bracelet en diamants à son poignet lui semblait être un carcan. La robe cramoisie lui semblait bon marché et vulgaire. Elle avait été manipulée plus complètement que la femme qu'elle était venue plaindre. Elle n'était pas l'autre femme émancipée. Elle était une dupe, une idiote qui avait confondu des babioles coûteuses avec de l'amour et des promesses vides avec un avenir. Ce n'était plus Olivia qui était sans voix. C'était elle. Sans un mot, Jessica se retourna. Sa démarche assurée avait disparu, remplacée par une retraite maladroite et précipitée. Elle faillit trébucher sur ses talons ridicules en fuyant la maison. Le lys blanc qu'elle avait apporté gisait, abandonné et pathétique sur le sol. Le dos de sa robe cramoisie fut la dernière chose qu'ils virent d'elle avant que la porte d'entrée ne se referme derrière elle. Il ne restait plus que Mark, au centre du cercle silencieux, qui observait la scène. Il était à la dérive, toutes ses encres coupées. Il regarda tour à tour le folio et le visage d'Olivia, un dernier appel désespéré se formant sur ses lèvres. Liv, on peut arranger ça. Je peux arranger ça. Je t'aime. Je te jure que je t'aime. C'était une erreur. Tout cela. Olivia leva la main et ce simple geste le stoppa net. Les tremblements avaient cessé. Sa voix était calme lorsqu'elle parla, mais elle résonnait d'une autorité que personne dans cette pièce, et encore moins Mark, n'avait jamais entendue auparavant. La seule chose que tu vas arranger, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, c'est une boîte pour mettre tes affaires. Elle prit une profonde inspiration, la main posée sur son ventre, sur la seule chose pure et vraie qui restait dans les ruines de son mariage. Ma grand-mère t'a fait un cadeau, Mark. Maintenant, voici le mien. Tu as 1 heure pour faire ta valise et quitter ma maison. Le reste de tes affaires sera envoyé à ton bureau. Un avocat te contactera lundi matin au sujet de l'exécution de l'addendum A, de notre contrat prénuptial et du dépôt de la demande de divorce. Chaque mot était précis, délibéré et définitif. Ce n'était plus la femme naïve et au cœur brisé qu'il avait épousée. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un forgé dans le feu de sa trahison et armé de la vérité dévastatrice de sa grand-mère. La mère de Mark, Barbara, finit par murmurer d'une voix horrifiée. Olivia, ma chérie, tu ne devrais peut-être pas agir si précipitamment. Pense au bébé. Olivia tourna brusquement la tête vers sa belle-mère. Le bébé est la seule chose à laquelle je pense, Barbara. Je pense à élever ma fille dans un foyer qui ne repose pas sur des mensonges. Je pense lui apprendre que la valeur d'une femme ne se mesure pas à la fidélité d'un homme. Et je pense qu'elle sera mieux avec un seul parent honnête qu'avec deux, dont l'un est un étranger. Elle reporta son regard sur Mark. Il était froid, clair et dépourvu de tout l'amour qu'il avait autrefois éprouvé pour lui. Ton heure commence maintenant, dit-elle. Puis elle lui tourna le dos. Un dernier geste irrévocable de rejet. Le livre d'histoire était terminé. Un nouveau, encore vierge, était sur le point de commencer. Mark resta figé pendant un long moment, sous le regard collectif de la pièce. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait plus rien à dire. Aucun mensonge n'était assez grand pour couvrir cela.
Aucune excuse n'était assez profonde pour combler le fossé qui s'était creusé entre eux. Vaincu, il se retourna et marcha d'un pas raide vers l'escalier, ses pas résonnant comme le battement creux de sa propre chute. Dès qu'il fut hors de vue, une vague de mouvement rompit le charme dans le salon. Sophie se précipita vers Olivia et la serra dans ses bras. Sa mère, Helen, la suivait de près, le visage baigné de larmes, caressant les cheveux de sa fille. Les amis commencèrent tranquillement à ranger, ramassant les assiettes de gâteaux intactes et dégonflant les ballons. Leur mouvement silencieux était un effort respectueux pour rétablir un semblant d'ordre dans le chaos. Ils offrirent des mots doux de soutien, serrèrent le bras d'Olivia, puis, comprenant le besoin de famille et d'intimité, ils commencèrent à s'éclipser, laissant derrière eux les livres qu'ils avaient apportés pour le bébé. Une petite promesse silencieuse des nouvelles histoires à venir. La mère de Mark, Barbara, s'attarda un instant, mal à l'aise, avant de s'approcher de Carol. « Tu savais, l'accusa-t-elle d'une voix sifflante. Tu savais et tu as laissé faire. » Carol leva les yeux de son fauteuil, le visage impassible. « Je n'ai rien laissé faire, Barbara. Ton fils a fait ses choix, encore et encore. Je me suis simplement assuré que lorsque les conséquences se présenteraient, elles retomberaient sur lui et non sur ma petite fille. » Avec une détermination tranquille, Carol se leva, signalant que la conversation était terminée. Barbara, rouge de colère et de honte, se retourna et partit sans un mot. Bientôt, seules les 4 femmes restèrent. Olivia, sa sœur, sa mère et sa grand-mère, debout ensemble dans la pièce baignée de soleil qui appartenait désormais irrévocablement et uniquement à Olivia. L'air était chargé d'émotions inexprimées, des fantômes de la vie qui venaient de s'achever. Olivia finit par laisser échapper un long soupir tremblant, comme celui qui suit les pleurs. Elle se sentait étrangement vide, nettoyée par la férocité de l'après-midi. La douleur était toujours là, une blessure profonde et douloureuse. Mais la panique frénétique s'était apaisée, remplacée par une réalité austère et silencieuse. Elle s'approcha de sa grand-mère, qui se tenait maintenant près de la baie vitrée, regardant la pelouse bien entretenue. « Tu savais, dit Olivia. Ce n'était pas une accusation comme celle de Barbara. C'était une constatation, une prise de conscience soudaine de la surveillance silencieuse et protectrice que sa grand-mère avait exercée sur elle. » Carol se tourna vers elle, le regard doux, avec un amour aussi féroce que discret. « Je me doutais de quelque chose, corrigea-t-elle doucement. Et j'ai fait ce qui était nécessaire pour te protéger, toi et ton avenir, même de l'homme que tu avais choisi d'aimer. Parfois, ma chère enfant, le plus grand acte d'amour consiste à se préparer au pire, même si l'on espère le meilleur. » Elle tendit la main et la posa sur la joue d'Olivia. « Ton grand-père a construit notre vie de ses mains et de son esprit. Il voulait s'assurer que son héritage protégerait les femmes de sa famille et ne serait pas gaspillé par la folie des hommes. Il serait si fier de la force dont tu as fait preuve aujourd'hui. » À l'étage, elle pouvait entendre le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, les bruits sourds de Mark qui faisait sa valise. Chaque bruit était une petite mort, la fin d'une blague partagée, d'un souvenir, d'un avenir qui ne serait jamais. Les larmes piquèrent à nouveau les yeux d'Olivia, mais celle-ci était différente. C'étaient des larmes de chagrin pour ce qu'elle avait perdu, mais aussi des larmes de gratitude pour ce qu'elle avait encore, l'amour indéfectible de sa famille. « Que dois-je faire maintenant ?» murmura-t-elle. La question s'adressait à sa grand-mère, à sa mère, à l'univers. Sophie lui serra la main. « Maintenant, nous allons faire du thé. Ensuite, nous emballerons toutes ces affaires de bébé et nous rendrons tout ce qui te rappelle son souvenir. Puis nous recommencerons à zéro, un jour après l'autre. Nous serons là pour chacun d'entre eux. » 1 heure plus tard, Mark descendit les escaliers avec une seule valise. Il semblait plus petit, diminué, dépouillé de son arrogance et de sa confiance, ne laissant qu'une coquille vide. Il s'arrêta au bas de l'escalier, regardant les 4 femmes qui formaient un front uni. Ses yeux cherchèrent ceux d'Olivia une dernière fois. « Viz, commença-t-il. » Elle secoua simplement la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire. Son temps était écoulé. Il se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et sortit dans le soleil de fin d'après-midi, la refermant doucement derrière lui. Le clic de la serrure résonna comme le mot de la fin d'un long et douloureux chapitre. Olivia resta debout dans le silence, la main sur son ventre, sentant les coups de pied puissants et réguliers de sa fille. La maison était calme, la tempête était passée,
Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le magnifique parquet en chêne. C'était sa maison. C'était son avenir. Le début du conte de fées avait été un mensonge. Mais l'histoire n'était pas terminée. Elle et la petite fille qu'elle portait allaient écrire elle-même la suite. Et ce serait une histoire de vérité, de résilience et de la force inébranlable des femmes qui l'avaient soutenue dans les ruines et lui avaient promis de l'aider à la reconstruire. L'histoire d'Olivia nous rappelle de manière puissante et douloureuse que parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont capables des trahisons les plus profondes. Mais c'est aussi une histoire d'une force incroyable et de l'amour protecteur féroce de la famille qui peut surgir lorsque nous en avons le plus besoin. Grand-mère Carol n'a pas seulement dénoncé un tricheur, elle a aimé sa petite fille de la vérité et lui a rendu sa vie. Cela montre que la résilience ne consiste pas à éviter la tempête, mais à apprendre à rester ferme jusqu'à ce qu'elle paissasse et à avoir le courage de reconstruire sur des bases plus solides. Que pensez-vous des actions de grand-mère Carol? A-t-elle eu raison de se préparer en secret? Ou aurait-elle dû en parler plus tôt à Olivia? Nous avons tous des histoires de trahison et de résilience, petites ou grandes. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton «J'aime». Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui explorent les complexités du cœur humain.